Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue. On est avec Dr Yves Ekwe Amaizo, directeur du think tank Afrocentricity. Bonjour docteur. Bonjour, monsieur Cyr. Très content de vous revoir et de vous entendre. Merci beaucoup docteur. Et nous-mêmes ici au Mali, les Maliens aiment beaucoup vous entendre, ils aiment beaucoup vous écouter. Et on voulait juste savoir votre point de vue par rapport au sommet de la CEDEAO parce que juste 24 heures avant le sommet, on a vu que les pays de l'AES ont décidé de ne pas mettre de visa entre la population de la CEDEAO et de l'AES et libre circulation. Donc, c'est comme si rien n'a changé. Visiblement, c'est ce que l'AES a décidé. Et on a vu que la CEDEAO a acté, ils sont d'accord pour que les pays de l'AES s'en aillent comme ça, mais ils veulent quand même négocier. Ils ont pris acte, mais ils négocient toujours. Ils ont prolongé de 6 mois. Qu'en pensez-vous? Écoutez, quand vous avez une institution qui s'appelle la CEDEAO sous-régionale, Oui, qui a été créée par l'ensemble de ses membres, dont les trois pays de l'AES, le Mali, le Burkina et le Niger, oui, je ne pense pas que des gens comme ça peuvent se lever et à l'intérieur, certains chefs d'État se mettent à suivre la politique et la décision qui vient de l'extérieur de la zone CEDEAO, et pour être précis de la France, pour décider d'aller en guerre contre des pays enclavés et des pays sur le plan économique plutôt pauvres. Et quand cette institution décide maintenant de changer d'avis, en faisant tout ce que vous connaissez, les blocages sur le plan financier, toutes les difficultés qui ont été créées au budget de ces États, et que, à conséquence que les trois États ont quitté, et de manière irrémédiable, il est quand même curieux que cette institution vienne maintenant demander d'abord de rentrer, de revenir, en mettant le président essentiellement sénégalais pour essayer de résoudre ce problème, et surtout de ne pas respecter les règles juridiques. Alors pourquoi je vous parle de juridique? Parce qu'en fait, quand quelqu'un décide, quand les trois pays ont décidé de quitter la CEDEAO, sur le plan juridique, je crois que je l'ai dit même sur votre antenne, il y a un délai de 1 an. C'est ce délai qui est en train de se terminer. oui. Donc, si on respecte le délai, ben, les pays s'en vont, comme ils ont dit, et ils ont confirmé. Bon. Sauf que, comme vous l'avez dit, la CEDEAO, les dirigeants de la CEDEAO, ceux qui restent en tout cas, ont vu que, écoutez, il n'y a pas moyen de vraiment discuter, donc ils ouvrent un champ politique. Les 6 mois supplémentaires, c'est politique, ce n'est pas juridique. Donc, sur ce plan, l'AES va respecter ces délais. Sur la deuxième partie de votre question concernant la circulation des personnes et des biens dans la zone, je vous l'avais dit aussi à l'époque, j'ai dit, mais il n'y a pas de problème fondamental. Toutes les décisions se prennent d'abord en bilatéral. Chaque pays a le droit d'autoriser ou pas quelqu'un de rentrer sur son territoire, d'y résider, d'y vivre, etc. C'est la décision que vous venez de nous dire. C'est-à-dire que les pays de l'AES ont décidé tout simplement, chacun, que tous les autres membres de la CEDEAO peuvent rentrer librement sur leur territoire. Donc c'est une décision bilatérale qui est tout à fait noble de leur part. Et vous avez raison de dire qu'en tout cas sur ce plan particulier, ça ne change pas fondamentalement la situation d'avant. Mais la conclusion qu'il faut en tirer, la question est de se poser la question, à quoi sert la CEDEAO? Si on peut régler tout en bilatéral, est-ce que la CEDEAO a un rôle fondamental? C'est ça le fond de l'histoire. Et là, on va venir après sur l'effet de levier que devait avoir la CEDEAO, que la CEDEAO, en tout cas certains chefs d'État, ont eux-mêmes finalement cassé et dont ils souffrent aujourd'hui, en réalité. Mais on va y venir sur vos autres questions. D'accord. Mais juste pour finir par rapport au sommet de la CEDEAO, donc les 6 mois qu'ils ont décidé de proroger de 6 mois, vous avez dit à l'instant c'est illégal quand même. Alors comment est-ce que... Non, c'est politique. C'est politique, c'est pas illégal, ils ont le droit de décider ce qu'ils veulent. Ils ont décidé de continuer à négocier avec des gens qui leur disent qu'ils ne veulent plus négocier et qu'eux, ils vont partir à la fin du délai juridique qui finit en janvier, fin janvier. D'accord. D'accord. Donc le délai juridique est fini, d'accord. Va finir en fin janvier. Il finit en fin janvier. D'accord, d'accord, en fin janvier. D'accord. Merci beaucoup, docteur. On a appris, on a eu une information. On aimerait vérifier avec vous. Il semblerait qu'au niveau de l'UEMOA,
il y a un manque de devises. Est-ce qu'il y a un manque de devises au niveau de l'UEMOA? Alors, tel que vous posez la question, je ne vais pas répondre directement. Je vais mettre je vais présenter le dossier plus largement. Si vous parlez de l'UEMOA, vous parlez d'une des entités sous-régionales d'Afrique de l'Ouest. Vous ne pouvez pas parler de l'UEMOA sans parler de la CEMAC, qui est la même zone en Afrique centrale, et vous ne pouvez pas parler de la CEMAC sans parler de la zone franc. Et je pourrais même dire que vous ne pouvez pas parler de la zone franc sans parler de l'Afrique subsaharienne de manière globale. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que les deux principales régions UEMOA et CEMAC sont dans une zone franc dont la monnaie, le franc CFA, qui n'est pas une monnaie, qui est un signe monétaire que nous utilisons dans la zone, mais qui n'est pas une monnaie, et n'est pas une monnaie parce que vous ne pouvez pas le convertir en autre chose que l'euro, et vous ne pouvez pas le convertir si la France vous dit non. Le Trésor français dit non, vous ne pouvez pas le convertir. Donc c'est un accord que nous avons depuis très longtemps, qu'il va falloir renégocier pour savoir si oui ou non la France doit continuer à décider si on doit changer le signe monétaire qui est le franc CFA que la France a créé en euro, et ensuite l'euro peut se transformer en toute forme de devise. C'est pour ça que quand vous parlez de devise, je voulais faire cette petite introduction que nous n'avons pas de monnaie, nous avons un signe monétaire. Donc quand vous dites qu'il n'y a pas de devise, vous parlez qu'il n'y a pas d'euro. Pour bien être précis, il n'y a pas d'euro. Et c'est un problème, parce que si la France décide de ne pas convertir le signe monétaire français pas en euros, la France, à elle toute seule, peut décider que vous n'avez pas de devise qui est de l'euro. C'est ça le problème de fond. Maintenant, plus largement, nous commerçons aussi en dollars. Sauf que ce dollar doit être d'abord converti en euros et après passer en franc CFA. Donc, oui, la France peut décider tout simplement de limiter en fait la devise que nous pouvons avoir dans la zone. Ça pose un problème parce que la France peut décider que si vous avez très peu de devises et donc vous pouvez moins agir, commercer, etc., au fond, la France peut décider de votre dévaluation. C'est ça le fond de l'histoire de ce que la question que vous posez. Comme en 1994. Tout à fait. On va venir sur les chiffres tout à l'heure. Donc, je veux d'abord que vos auditeurs comprennent bien ce qui se passe. On n'est pas comme dans une zone autre, le Ghana, avec le Sidi, ou bien la NERA du Nigeria, où en fait, ce sont les autorités de ce pays en toute souveraineté qui décident ou pas de dévaluer leur monnaie. Vous voyez? Et on est dans un cas très particulier où quelqu'un d'autre, la France, peut décider, et au-delà de la France même, au fond, l'Union européenne peut décider soit de vous assécher en devise, donc en euros, ou de ne pas le convertir alors que vous avez de l'argent qui est le franc CFA, le signe monétaire qui est le franc CFA, et du coup peut influer sur le futur. Il y a un deuxième élément qu'il faut prendre en compte. La France a des gros problèmes politiques actuellement, une grande instabilité qui a été instaurée suite au fait que le président Macron a refusé de respecter la vérité des urnes en France, parce qu'il ne faut pas croire que c'est seulement en Afrique, et d'où cette instabilité qui s'est mise en place, comme ça se passe en Afrique d'ailleurs. Ce n'est pas pour rien que nous militons toujours pour la vérité des urnes. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la France a beaucoup de difficultés, et qu'en termes de déficit, elle est autour de 6 et quelques, voire presque 7%, qui est quasiment au-dessus de ce que la Grèce avait quand la Grèce est passée sous les fausses codices du Fonds monétaire international. Donc cette difficulté française fait que la France ne peut pas, elle ne peut plus soutenir, si elle soutenait d'ailleurs, la plupart de ses économies, et donc elle n'a qu'une seule possibilité, c'est que elle nous amène à dévaluer la valeur de ce franc CFA pour que ce qu'elle envoie en guillemets comme argent, comme don, comme prêt, soit multiplié par 2, et que nous, nos endettements, nos dettes soient aussi elles-mêmes multipliées par 2. C'est un échange la plus illégale qui puisse exister, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure pour la dévaluation de 1994, et qui risque d'arriver encore, compte tenu, il faut le dire aussi, de la mauvaise gouvernance collective, cette fois-ci, tant dans la zone UEMOA que dans la zone CEMAC, en sachant que l'une est beaucoup plus accentuée, notamment CEMAC, que l'UEMOA. Je voudrais finir sur un point très important, c'est que dans ces économies, que ce soit l'UEMOA ou la CEMAC, vous avez 2 ou 3 économies qu'on appelle, nous, un peu les économies locomotives, qui sont les plus dynamiques, ou en tout cas qui
crée le plus de richesses et qui entraîne les autres économies. Quand l'économie principale, celle qui est locomotive, se met à tomber ou ne pas honorer sa croissance économique et avec beaucoup d'inflation, ça entraîne l'ensemble de la zone. Si en plus vous rajoutez la dette, l'endettement, et du coup, vous ne pouvez pas tenir, ce qui est le cas de l'Afrique centrale actuellement, de CEMAC. Donc on risque d'avoir, même ce que les gens ne pensent pas, une coupure qui peut avoir une dévaluation avec la partie Afrique centrale et demain, demain peut-être l'UMOA. Sauf que la France a tout intérêt que ce soit les deux en même temps. Voir que le peu qui peut encore rester au niveau de l'UMOA serve à compenser ce qui ne va pas au niveau de la CEMAC. Je rappelle pour tout le monde qu'il s'agit pas seulement de ces deux zones qui sont dans la zone franc. Il y a aussi la zone Comore, que les gens oublient souvent, qui est beaucoup plus petite, mais qui est aussi dans le système, bien que la convertibilité est différente en termes de parité. Donc, je reviens sur votre question maintenant. Est-ce que oui ou non, il y a un manque de devises? Il faut dire la chose autrement. Les trois pays de l'AES, Mali, Burkina et Niger, compte tenu de ce qu'a fait la CEDEAO, et je reviens sur votre première position, à vouloir faire la guerre, à passer par l'UMOA pour bloquer, il a fallu passer en justice pour que les trois pays aient raison, pouvoir débloquer les avoirs de ces trois pays. Vous savez, quand quelqu'un a eu ce genre d'expérience, c'est que vous commencez à vous dire que vous ne pouvez plus nécessairement passer toujours par l'UMOA et donc par la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, et encore moins par la France. Donc, les trois pays ont eu des stratégies différentes pour d'abord compter dans une autre devise, une autre monnaie, de pouvoir commercer dans une autre forme d'échange monétaire, on va y venir, et surtout de diversifier son partenariat, de ne pas être obligé de passer toujours par la France. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que le Mali, le Burkina, le Niger peuvent décider de ne plus changer, par exemple, un stock d'or ou un stock de coton en francs CFA, qui doit être transformé en euros, si la France décide oui ou non, et ils peuvent décider que ce stock-là, ça vaut tant, donc une unité comptable avec son partenaire, n'importe lequel, dans le monde, et il dit, écoutez, on fait un échange. Donc, le troc est revenu, ce que j'appelle moi des compensations. Le troc permet tout simplement que pour la défense sécuritaire du Mali, je vais acheter un hélicoptère et en contrepartie, je donne tant de tonnes d'or et tant de tonnes de coton, par exemple. Si l'autre partie l'accepte, l'échange se fait et chacun a son résultat. L'un a eu la matière première agricole, l'autre a eu un équipement militaire et il peut fonctionner. Et on n'est pas passé par le franc CFA. Donc, toutes ces transactions dont je viens de parler ne passent pas par les structures de l'UMOA, de la Banque centrale et donc de la zone franc. Et donc, toute cette structure n'est pas convertie en devise. Et donc, effectivement, vous avez l'impression qu'il y a un assèchement de cette devise-là, alors qu'en réalité, ça n'empêche pas du tout l'État de fonctionner. Vous voyez bien, hein, c'est un peu complexe, mais j'essaie d'être le plus simple possible pour qu'on comprenne bien. Donc, pour résumer, les trois pays de l'AES ont décidé tout simplement de pouvoir agir par des systèmes de compensation. Vous me donnez quelque chose, je vous donne quelque chose en contrepartie, on fait un petit calcul dans une autre monnaie, et si on est d'accord, écoutez, on fait l'échange. D'accord. Et tout ça, ça va échapper de plus en plus, bien sûr, à la France, bien sûr, à l'UMOA. Et donc, mécaniquement, ça veut dire que ces trois pays, quasiment, au moins la moitié, sinon plus, n'ont plus leurs opérations qui sont inscrites et donc visualisées au niveau de l'UMOA, encore moins de la BCE. Oui, mais ça nous amène à poser la question. Est-ce que si ces trois pays de l'AES continuent comme ça, à ne plus déposer soit des devises au niveau de ces banques de l'UMOA dont on ne passera plus forcément par la BCEAO, ou soit en faisant directement des trocs comme ça, est-ce qu'à la longue, la zone UMOA ne va pas aller vers la dévaluation pour manque de devises? Parce que sachant que la parité fixe qu'il y a entre nous et l'euro, c'est 1 euro est égal à 655,957 francs CFA, est-ce que nous allons continuer toujours de pouvoir soutenir cela? Alors attendez, moi je vais clarifier. D'abord, vous avez parlé de devises, je veux que vous oubliez le mot devise et que vous parlez des avoirs.
Quand le Mali, le Burkina, le Niger ou n'importe quel pays met de l'argent, il met son avoir, c'est ce qu'il a. C'est ce qu'il a, lui, en propre, c'est sa richesse. Non, non, je parle de devises parce que... Non, non, je parle de devises parce que lorsque, par exemple, nous vendons notre coton, quand on vend notre coton ou notre or, on reçoit des devises. On reçoit des euros ou des dollars. Ça, c'est les devises. Donc, c'est de ces devises dont je parle. Ce sont aussi nos avoirs, c'est vrai. Voilà, je préfère que vous parliez d'avoir. Je préfère que vous parliez d'avoir. Parce que ce que vous allez recevoir, si c'est en dollars, bien sûr, c'est en dollars. Si c'est en euros, faites attention, c'est peut-être en euros, mais comme vous êtes en francs CFA, un pays, la France, peut décider de ne pas vous le convertir. Donc, je préfère que vous parliez d'avoir, parce qu'il faut bien comprendre que c'est votre propriété. Personne ne peut vous le prendre. Vous avez vendu, vous avez obtenu quelque chose. Ce quelque chose-là s'inscrit sous telle ou telle forme que vous appelez vous devise, mais c'est d'abord votre avoir. Qu'on soit bien clair là-dessus, c'est très important. Maintenant, est-ce que c'est intéressant de rester en euros, devise euros? Est-ce que c'est intéressant de rester en dollars, l'exemple que vous avez donné, ou d'aller vers d'autres monnaies où le risque de change est plus faible pour vous, ou tout simplement, vous n'avez peut-être pas besoin de monnaie du tout, et là, vous faites du trade. Vous faites des échanges bien contre un autre bien. Et si le pays estime que c'est plus intéressant et qu'il n'y a pas d'inflation en faisant échange contre échange, pourquoi cette option n'est pas considérée? Sachez que c'est le fondement même de l'économie a commencé par du trade. C'est vrai. Et au-delà de ça, vous allez faire des compensations, parce que de l'autre côté, vous imaginez, vous vendez à la Chine ou à la Russie, ou à un autre pays, mais eux aussi vous vendent un certain nombre de choses. Vous n'avez pas besoin de sortir un chèque, vous n'avez pas de sortir des devises. Vous faites l'échange. Maintenant, si dans le calcul, vous estimez que l'un a gagné plus que l'autre, vous faites une écriture comptable. Et à la fin du mois, ben écoutez, j'ai un avoir sur la Russie, j'ai un déficit sur la Chine, etc. Et chaque mois, on refait l'opération. C'est pour ça que j'insiste que vous parlez de avoir et moins de devise. Parce que la devise n'est pas une obligation. Beaucoup se mettent ça dans la tête, ce n'est pas une obligation. Je peux fonctionner sans cela. Je peux même passer par des crypto-monnaies ou des crypto-actifs. Donc des monnaies sur lesquelles les États, notamment occidentaux, n'ont plus contrôle comme avant. Donc, utiliser le mot avoir, c'est très très important. Parce que ce que vous n'avez pas, vous ne pouvez pas agir dessus. Et ce que vous n'avez pas, vous devez aller l'emprunter. Donc, c'est ces emprunts qui vont nous donner des dettes, voire des surendettements par la suite. Mais si vous avez un arrangement avec un autre pays qui dit que même cette dette-là, on peut trouver un autre moyen de la remettre à zéro, justement en envoyant des matières premières, mais vous pouvez gérer votre pays quasiment comme ça. C'est très important, cette petite distinction que je viens de faire. Alors, pour répondre quand même à votre question, oui, fondamentalement, s'ils continuent comme ils sont en train de faire, l'UMOA globalement, la zone franc globalement, va avoir de moins en moins, bien sûr, de francs CFA convertis en euros, ou quand vous recevez des dollars en autre monnaie, ces monnaies, si ça passe dans le système occidental, qui est en fait le système SWIFT, ça va être comptabilisé. Mais si ça passe par d'autres systèmes de paiement, notamment celle des Russes ou de l'Inde ou bien de la Chine, écoutez, vous n'êtes pas obligé d'informer tout simplement votre zone. Même si c'est inscrit dans les textes de la BCAO et de l'UMOA, ce n'est pas une obligation, l'État est souverain. Et si parce que vous le faisiez avant, on l'utilisait contre vous, on vous bloque vos financements, mais pourquoi vous travaillez avec quelqu'un qui vous a créé autant de problèmes par le passé? C'est ça le fond de question. Et donc ces chefs d'État de la CEDEAO, comme ceux de l'UMOA, voire ceux des dirigeants de la Banque centrale, je ne sais pas pourquoi, et je vais dire le mot vrai, pourquoi sont-ils hypocrites vis-à-vis du peuple de la CEDEAO? Il faut dire la vérité aux gens. C'est un manque de transparence chronique qui crée ce problème. Ils savent très bien la situation telle que ça se présente. Au lieu de dire la vérité pour qu'on décide ensemble, pour pouvoir faire que nous puissions commercer, acheter, vendre, sans passer par la France. C'est ça le fond du problème. Je vous assure que les 6 mois qui ont été donnés par la CEDEAO au Mali, Burkina et Niger, si on met sur le papier ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire qu'on va demain matin pouvoir commercer sans passer par le franc CFA, je vous assure que les 3 pays vont revenir dans la CEDEAO. Parce que ce ne sera plus la même CEDEAO. Ce ne sera plus la même CEDEAO. Et les autres pays de la CEDEAO seront même très contents que ça se passe comme ça. Sauf que ce sujet-là, personne ne veut le discuter officiellement.
Alors que c'est le fond du sujet. C'est le vrai fond du sujet. La CEDEAO est coupée en réalité en deux. Il y a des gens qui veulent s'aligner sur l'Occident et sur le système occidental et acceptent que le système continue comme ça. Ils en profitent pour telle ou telle raison, ils peuvent rester au pouvoir, etc. Il y a d'autres qui se disent que pour garder la souveraineté de leur pays, on ne peut pas continuer comme ça parce que ça fait plus de 60-70 ans que nous essayons de faire ce genre de coopération, justement, par CFA, et on ne voit pas. Cette coopération a appauvri le Mali, a appauvri le Niger, a appauvri la zone. Et ce n'est pas parce qu'un pays va un peu mieux comme la Côte d'Ivoire, et encore il faudrait voir au niveau de l'endettement, qu'on peut dire que la zone fonctionne. Parce que normalement, l'ensemble de cette zone aurait été une zone mais excessivement riche en transformant ses matières premières. Et devait être une locomotive régionale, justement. Ce n'est pas ce qu'elle fait actuellement. Donc la question est arrivée, il faut se poser la question, à quoi ça sert cette coopération, tout simplement par le fonds CFA, avec la France? C'est cette question qu'a posée l'AES en réalité. Mais l'AES, étant d'autres problèmes militaires et autres, de frontières et de géographie et autres actuellement, n'a pas voulu pousser plus loin le dossier. Mais il va falloir le pousser. Hein. Il va falloir le pousser parce qu'elle ne peut pas continuer à rester dans l'humour et continuer à dire qu'elle fait ses activités, puisqu'une bonne partie échappe à l'humour en réalité. C'est pour ça que je parle un peu d'hypocrisie. Donc, continuer à pousser, vous voulez suggérer quoi à l'AES? Continuer à pousser, c'est-à-dire vous voulez que l'AES quitte l'UEMOA, c'est ça? Le problème n'est pas d'entrer ou de quitter. Le problème est que, est-ce qu'on est souverain ou on n'est pas souverain? C'est ça la question. Est-ce que la Côte d'Ivoire est souveraine? Est-ce que le Togo est souverain? Bien sûr, les chefs d'État politiques vont vous dire oui. Mais en réalité, regardez qui les a choisis. Quand le peuple les a choisis, la situation est différente. Maintenant, s'ils ne sont pas choisis, est-ce que les dirigeants s'occupent de la souveraineté de ce pays? C'est-à-dire que quand les richesses de ce pays sortent et qu'ils le vendent, et qu'en retour, ils reçoivent de l'argent, des devises, comme vous dites, est-ce qu'ils l'utilisent pour le peuple? C'est ça la vraie question. Si vous voyez qu'ils l'utilisent réellement pour le peuple, sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, il faut que le pouvoir d'achat moyen du Malien, du Nigérien, du Togolais, du Ivoirien augmente. Ce que vous vous dites, écoutez, quand il y a 10 ans, je n'arrivais pas à acheter, je ne sais pas moi, le sac qui me permet de manger pendant une semaine. Et là, depuis 10 ans, je m'aperçois que non, avec le même niveau d'argent, j'ai 2 sacs, j'ai 3 sacs. Donc votre pouvoir d'achat s'est amélioré. Or, c'est le contraire que nous voyons. On sait, non, il y a eu beaucoup d'inégalités d'avant, donc il y a eu beaucoup d'argent qui rentre dans ce pays, mais sont mal répartis. Et deuxièmement, 70% de la population, pour dire la vérité, n'a pas vu son pouvoir d'achat s'améliorer. C'est ça la contestation de fond des populations. Malheureusement, les systèmes ne sont pas démocratiques. Et du coup, cette expression de non, le fait de ne pas être content, n'arrive pas à s'exprimer. Et quand l'analyse est faite en fondement, on s'aperçoit que c'est parce qu'on n'est pas souverain dans nos décisions. Parce que oui, quand vous allez au conseil d'administration de la zone franc, excusez-moi le peu, mais c'est quand même la France qui décide en dernier ressort. Quand vous voulez changer votre franc CFA, qui est votre argent, ou le dollar que vous avez reçu parce que vous avez vendu du coton en une autre devise, excusez-moi, vous êtes obligé de passer par le Trésor français, à travers la Banque centrale, à travers les décisions de l'UEMOA. Ça veut dire que tant qu'on est dans l'UEMOA, on ne peut pas être souverain, c'est ça? Mais ce que vous dites est tout à fait vrai. Et c'est valable pour la CEMAC. C'est valable pour la CEMAC. Voilà, en parlant de la CEMAC, Oui. on a appris aussi dans la presse que la CEMAC, il y a eu une réunion des chefs d'État de la CEMAC et semblerait-il qu'ils sont en difficulté aussi. Mais eux, c'est pire. Eux, c'est pire puisque, je vous dis, il y a 2 grandes locomotives là-bas essentiellement, c'est le Gabon et le Cameroun. Et peut-être la Guinée équatoriale, on peut le rajouter aussi. Mais surtout les 2 premiers, ça ne va pas du tout. C'est ça le fond du jeu, et surtout le Gabon. Ça ne va pas du tout. Donc à partir du moment où les locomotives commencent à flanchir, et que ça veut dire que beaucoup de ressources quittent ce pays, mais ne sont pas utilisées pour le pays, ça pose le problème. Mais qui utilise les ressources de ce pays? Le Gabon n'est pas contre. Ouais. Le Gabonais. Vous m'entendez? Oui, ça avait coupé un peu. Le Gabon n'est pas, vous dites? Ben oui, voilà, le Gabon n'est pas un pays pauvre. Alors comment se fait-il que les ressources de ce Gabon, écoutez, vont ailleurs? Donc, je ne vais pas citer des pays, mais vous pouvez comprendre là où ça peut partir. Et c'est ça qui, fondamentalement, va servir d'autres pays et ne sert pas le Gabon. Du coup, à un moment donné, il faut bien faire les comptes. Donc, comme nous ne profitons pas au Gabon, nous ne profitons pas aux pays de la zone,
par définition, ça augmente l'endettement. Et ça fait que celui-là même qui est le plus endetté, notamment la France, finit par utiliser une partie de vos richesses dans nos pays, c'est ou bien à Afrique de l'Ouest, l'UMOA ou CEDEAO, largement, pour ses propres intérêts. donc, finalement, vous avez dit le nom, hein, vous ne voulez pas dire le nom au départ, vous l'avez dit finalement. Mais est-ce que vous pensez, docteur Yves Ekwe-Amezo, est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre la crise économique qui traverse la France actuellement et le fait que les pays de l'AES, certains pays africains, ont décidé de se retirer de ce système France-africain qui a été mis en place. Notamment, on a vu le Burkina Faso, le Mali et puis le Niger qui sont en train de faire des stocks d'or, etc. Et tout ceci. Est-ce que vous pensez que ça peut... Il y a un lien entre ça? Alors, attendez. Tel que vous posez la question, je vais le reformuler. D'accord. Depuis toujours, les dirigeants africains, de l'UMOA comme de la CEMAC, ont toujours voulu être indépendants. Ne croyez pas que les anciens ou les autres n'ont pas voulu être indépendants ou souverains. Hein. Ils ont voulu, mais ils n'avaient pas les moyens. Et ils n'ont pas laissé s'exprimer la volonté des peuples, la vérité des urnes. C'est d'abord ça le problème. Et après, ils ont voulu rester au pouvoir. Pour rester au pouvoir, ils se sont rendus dépendants de cette France, qui finalement soutient indirectement ou directement des contre-vérités des urnes. Donc ce n'est jamais l'expression du peuple. C'est d'abord ça le problème fondamental. Donc c'est quelque chose d'historique. Première chose. Deuxième chose, oui, les difficultés de la France, mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Le principe qui a été mis en place par le général de Gaulle depuis 1958, c'était d'aller continuer à ponctionner sur les ressources et les richesses africaines pour servir les intérêts de la France. Et le système du franc CFA a été créé pour ça. C'est pour ça que c'est la France qui décide si on convertit ou pas dans une devise qui est la seule, l'euro. C'est très important que les gens comprennent ça. Maintenant, la décision politique de quitter cette zone qu'a pris les pays de l'AES, c'est d'abord pour échapper à cela. Mais il y a des gradations. On veut d'abord échapper sur le plan territorial. On veut que la France ne peut pas venir atterrir au Mali, repartir, faire ce qu'elle veut, et vous ne pouvez rien faire. C'était d'abord ça le fond du problème. La France ne peut pas venir traverser le pays en termes, par exemple, d'avion, sans demander l'autorisation de ce pays. C'est ça la souveraineté. Et à un moment donné, certains pays, pas que la France d'ailleurs, pouvaient venir, partir, faire ce qu'ils veulent, voire même des espaces territoriaux du Mali, finalement, sont gérés complètement sous les ordres de quelqu'un d'autre. D'accord. C'est ça qui est d'abord inacceptable. Mais ce n'est pas expliqué aux populations. Voilà pourquoi ça met du temps et beaucoup de gens ne comprennent pas. Et comme l'Africain est surtout dans son débat alimentaire et qu'il a beaucoup plus faim, 70% sont quand même dans la pauvreté, c'est difficile à comprendre. Comme on dit toujours, ventre affamé ne réfléchit pas. Quand on a dépassé un peu le côté maintenant territorial, il va falloir penser à ce qui fait la vraie souveraineté, c'est-à-dire votre capacité à créer de la richesse et de vous décider maintenant de l'affectation de cette richesse-là. De l'affectation de cette richesse vers la population. C'est pour ça qu'il faut absolument que l'affectation se fasse dans la transparence, qu'il n'y ait pas de la corruption. Parce que ça, c'est un autre problème fondamental de tout l'espace de la zone, et plus particulièrement l'Afrique de l'Ouest, l'UMOA, et aussi l'Afrique centrale. Si vous enlevez la corruption, rien que la corruption, je vous assure, ces pays vont avoir un taux de croissance extraordinaire. D'accord. Docteur Yves Ekwe-Amezo. La corruption elle est à l'intérieur. Elle est endémique. Elle est endémique. On voulait, docteur, vous poser une question. Elle est surtout inégalitaire. D'accord, docteur. Merci, docteur.